Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous accueillir dans le cadre culturel pour ce show des innovations. Alors effectivement, on va s'intéresser à la biodiversité. La question est simple, comment s'enrichir en cultivant la biodiversité? Alors je vais accueillir tout d'abord Véronique Tosser, si elle veut bien me rejoindre sur scène. Vous pouvez l'applaudir, comme ça on va bien démarrer en fait ce show. Et effectivement, elle est spécialiste donc au sein d'Arvalis de biodiversité. Véronique Tosser, quand on parle de biodiversité, on parle de quoi? Eh bien, le terme de biodiversité, c'est une contraction des termes biologie et diversité. Donc la définition, c'est la diversité du vivant sous toutes ses formes. Donc la biodiversité, quand on en parle souvent à 3 niveaux. Le premier, c'est la diversité génétique. C'est au sein d'une même espèce la diversité des gènes. Et par exemple, pour les humains, c'est la variabilité des gènes qui vont faire que certains sont blonds, d'autres sont bruns, certains sont petits, d'autres sont grands, etc. Le deuxième niveau, c'est la diversité spécifique. C'est la variabilité des espèces animales et végétales sur Terre. On parle également de diversité pour les bactéries et les virus. Et enfin, le dernier niveau, c'est la diversité écosystémique. Donc la variabilité des écosystèmes terrestres et marins. Et un écosystème étant une population, son environnement et les interactions entre les deux. Véronique, merci beaucoup. On accueille Pierre Taupin. Pierre Taupin, bonjour. Alors Pierre Taupin, quand on parle de biodiversité fonctionnelle, de quoi parle-t-on? En fait, on parle aussi d'une biodiversité qu'on appelle plus facilement la biodiversité utile. En fait, elle s'intéresse aux organismes, disons, qui rendent un service mesurable. Alors, en premier lieu, bien évidemment, on pense à la pollinisation par les abeilles, mais il faut aussi s'intéresser aux organismes qui ont une action de régulation des ravageurs par leur fonction prédatrice et parasite. Alors, ce qui vient dans le couple, disons, ravageur-auxiliaire, on pense en premier dans la relation, par exemple, puceron-coccinelle, avec une fonctionnalité de prédation des coccinelles de l'ordre de 500 pucerons pour un adulte de la coccinelle à 7 points et autant pour la coccinelle à son état larvaire. Alors, elle est vraiment cette action de biodiversité et de régulation est vraiment importante sur les grandes cultures et en particulier les céréales à paille. On a des suivis maintenant qui datent de 1974 avec la première pullulation en 1975 au niveau national des pucerons des épis jusqu'à 2014 et on peut considérer qu'il y a à peu près à peine une année sur 10 où on a eu une pullulation au niveau national. Donc les auxiliaires sont vraiment omniprésents dans la culture et on peut considérer que cette biodiversité, elle est naturelle, gratuite, donc omniprésente et surtout renouvelable, à peu de prix, quoi. D'accord. Alors justement, on a donné la parole à des agriculteurs. Images. On n'en tient pas vraiment compte. Actuellement non, mais c'est quelque chose que j'envisage très prochainement. Aujourd'hui on a des solutions de facilité avec des insecticides ou plein de produits. Demain on sait qu'il va falloir travailler différemment. Je suis producteur de semences, donc c'est vrai que j'ai énormément besoin des insectes pour polliniser mes semences. La biodiversité peut m'apporter aussi des auxiliaires pour m'éviter de traiter. Si par exemple j'ai une infestation de pucerons, j'essaie de regarder si par exemple j'ai des auxiliaires de type coccinelle. S'il y en a, je vais éviter de faire par exemple un insecticide. Depuis que je pratique la confusion sexuelle dans les vergers, on a beaucoup moins de problèmes d'araignées rouges puisqu'on utilise beaucoup moins d'insecticides et du coup l'équilibre s'est recréé dans le verger. On cherche surtout pour la pollinisation, c'était les systèmes de ruchettes qu'on voulait installer. On essaie de labourer une année sur 2 ou 3 pour limiter les impacts sur la vie microbienne du sol. Je pense qu'on n'est pas encore assez informé par rapport à ça en agriculture. Je trouve que c'est un peu dommage. Alors à présent, on va accueillir Nicolas Cerruti. Bonjour. Bonjour. Vous intervenez ici au nom de Terrinovia. Alors Terrinovia, oui, c'est le nouveau nom du Cétium. Voilà. Alors on va démarrer, mais juste avant, il faut que vous nous parliez un peu de ce que fait Vivien Lecomte de la Fredon Picardie. Il se trouve où déjà? Donc il est, je le vois pas déjà. Ouais, il est juste derrière en fait dans la bande fleurie, ouais. Et avec un aspirateur à insectes, en fait, il va
aspirer la biodiversité qui est présente dans cette bande fleurie. Et l'objectif, en fait, c'est en fin de show de nous faire de nous présenter ces insectes et de nous faire un diagnostic de biodiversité dans cette bande fleurie, voir un petit peu ce qu'on peut collecter. Alors justement, on le voit, ça tombe bien, un caméraman qui a été le voir. Qu'est-ce qu'il fait là? En fait, là, son matériel, c'est un souffleur à feuilles inversé. Donc ça va aspirer dans une chaussette les différents insectes qui sont présents. Et après, on verra justement ce qu'il a aspiré. Voilà, dans la boîte derrière. On verra le résultat à la fin du show. Alors, avec vous, on parlait des pollinisateurs, c'est bien ça. Alors, première question, quand on parle de pollinisation, déjà, il faut que vous nous expliquiez ce mécanisme. La pollinisation, en fait, c'est simple, c'est le transfert du pollen, élément mâle, donc vers les stigmates des fleurs. Et donc, le grain de pollen va germer sur le stigmate, va émettre un tube pollinique. Et ça va permettre l'acheminement du gamète mâle jusqu'à l'ovule et permettre la fécondation. D'accord, on le voit d'ailleurs voilà, tout à fait sur l'image. Voilà. D'accord, deuxième question, qu'est-ce que les pollinisateurs apportent de façon concrète aux cultures? En fait, l'apport des pollinisateurs aux cultures, en termes de rendement ou de qualité, ça dépend de ce qu'on appelle la dépendance de ces cultures aux insectes pollinisateurs, puisqu'il faut savoir que ce n'est pas le seul vecteur de pollen. On peut avoir des plantes qui se pollinisent très bien par le vent, les espèces anémophiles notamment. Donc cet apport va dépendre de cette dépendance. Et donc les espèces autogames comme le blé ou le riz n'ont pas besoin d'insectes pour être pollinisés. En revanche, les légumes ou les fruits, là on a par exemple l'exemple de la fraise, dont la pollinisation par les insectes est primordiale. On voit une fraise à droite qui est mal pollinisée. On voit l'impact en termes de qualité que ça peut représenter. Alors quand on parle... Oui, juste, on a aussi en production de semences, tout ce qui est production de semences, il faut préciser que ça se fait vraiment de manière très importante grâce aux insectes. Pour le colza, par exemple, on estime à 95% la production de graines liée au transfert par les insectes. Alors quand on parle de pollinisation, on pense aux abeilles. Quand on pense aux abeilles, on pense souvent à l'abeille domestique, mais il y a aussi l'abeille sauvage. Voilà, donc quand on parle d'abeilles, souvent on pense aux abeilles domestiques puisqu'elles sont le support de l'activité apicole. Elle produit les produits de la ruche, le miel, la gelée royale, la propolis, etc., le pollen. Mais c'est une seule espèce parmi les 927 espèces d'abeilles qu'on a sur le territoire français. Donc ce sont des espèces qui ne vivent pas en colonie, qui vivent en solitaire, qui peuvent nicher dans le sol, dans des branches creuses, et qui participent également à la fécondation des cultures et qui font partie de la biodiversité des pollinisateurs et qu'il faut protéger. Et quand on regarde les abeilles sauvages, il y en a qui font bien leur job et d'autres un peu moins? En fait, l'abeille sauvage est souvent plus efficace pour la pollinisation que l'abeille mellifère. Alors là, c'est pas une abeille sauvage, mais c'est pour illustrer, c'est une abeille domestique sur tournesol, mais c'est pour illustrer en fait que ça c'est une abeille efficace pour la pollinisation puisque le pollen sur son dos n'a pas été encore aggloméré, c'est un pollen qui est transporté à sec et qui va être efficace, va permettre la fécondation. Une abeille, sur la diapo suivante, une abeille domestique qui là a récolté, on va dire, a brossé son corps, ses poils pour récolter le pollen sur ses corbeilles. Là, c'est un pollen qui est aggloméré, où il y a un peu de nectar avec, et c'est un pollen qui est inactif, qui est inactivé et qui ne va pas participer à la fécondation des fleurs. Parce que là, elle va le collecter pour le ramener à la colonie pour être consommé. Alors, comment les agriculteurs, comment les acteurs des filières agricoles peuvent participer à préserver les abeilles? Vous allez voir une initiative assez intéressante. Image. Je m'appelle Vincent Louis, je suis conseiller en production végétale au sein de la coopérative agricole Serena. Je fais ce métier-là depuis 18 ans. Mon métier consiste à conseiller les adhérents agriculteurs sur le choix des semences, la fertilisation, la protection des cultures et bien sûr la commercialisation de leur production. Donc je suis apiculteur amateur depuis 3 ans maintenant. Donc j'ai attrapé le virus du fait d'avoir aidé depuis quelques années des amis apiculteurs. Le fait de connaître la vie des abeilles actuellement, ça m'a permis d'utiliser ces connaissances afin d'adapter mes préconisations auprès de mes adhérents. Donc le virus m'a pris et le virus a pris notamment chez deux de mes collègues de travail de la coopérative agricole. La toute première chose, s'agissant des protections insecticides, c'est de savoir dire à l'agriculteur quand est-ce qu'il faut intervenir ou pas.
Donc par ce biais-là, c'est déjà une observation à la parcelle. C'est en ce sens que je fais partie des observateurs pour alimenter le bulletin de santé végétale de Picardie. Je suis une parcelle de colza et mes collègues suivent les parcelles colza, blé, etc. Comme mes collègues conseillers, ils suivent tous une culture afin d'alimenter le bulletin de santé végétale de Picardie. Quand le seuil de nuisibilité est atteint, mon rôle est d'accompagner les agriculteurs au niveau du déclenchement de l'insecticide sans pour autant gêner les pollinisateurs et notamment les abeilles. Et c'est là que mon activité d'apiculteur prend tout son sens. Afin de faciliter le dialogue avec les agriculteurs et apiculteurs, l'équipe technique et moi-même avons décidé d'installer 4 ruches sur le site du silo de Saint-Réchaumont. Alors, est-ce que vous êtes des pros de la reconnaissance des insectes, des auxiliaires ou des ravageurs? Justement, on va pouvoir jouer ensemble. Vous avez tous un petit boîtier dans vos mains. Ou presque. Vous l'avez mis. Voilà. Sur ce boîtier, il y a des chiffres. Ce n'est pas une calculatrice. Vous avez des chiffres et vous avez une touche OK. Je vais vous montrer quelques images et vous allez devoir déterminer si oui ou non il s'agit d'un auxiliaire ou au contraire d'un ravageur. Bon, alors attention, il y en a qui sont très faciles, mais il y a peut-être des pièges aussi. Et c'est Pierre Topin qui sera le juge pour les résultats. Mais par contre, il faut que vous veniez avec nous. Alors, première question. On est dans la région ici. Est-ce que cet insecte que vous voyez, est-ce qu'il s'agit d'un ravageur ou d'un auxiliaire? Alors, si vous pensez que c'est un ravageur, il faut appuyer sur la touche 1. Si vous pensez que c'est un auxiliaire, il faut appuyer sur la touche 2. Vous allez avoir 10 secondes pour voter. Attention, pour l'instant, ça n'a pas encore commencé. Top chrono. Alors, l'ordinateur calcule, 82% pensent que c'est un ravageur, 17% pensent que c'est un auxiliaire. Alors, est-ce qu'il y en a qui a pensé que c'est un auxiliaire, qui ose en parler? Personne? Bon, c'est pas grave. Auxiliaire ou ravageur? Alors, je pense que c'est un ravageur, hein, donc en fait c'est un peu un clin d'œil à la région, hein, c'est le doryphore de la pomme de terre, hein, qui est quand même bien connu. Bon, je rappellerai qu'à l'état adulte, là, il consomme à peu près en moyenne 120 cm² de feuillage, hein, donc c'est pas rien. Au niveau de la larve, c'est à peu près en moyenne 50 cm², donc ça peut vous rendre une plante complètement défoliée, d'autant plus que sa fécondité est de l'ordre de 800 œufs par femelle. Bon, ça c'était la question facile. La suivante. Oh, ça reste encore facile là, excusez-moi. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un ravageur ou d'un auxiliaire? Choix 1, choix 2, vous savez faire maintenant. Top chrono, 10 secondes. Et on a comme résultat 2% quand même qui pensent que c'est un ravageur, 97 qui pensent que c'est un auxiliaire ou qui ont du mal à confondre entre la touche 1 et la touche 2, effectivement. La réponse? Évidemment, l'auxiliaire, la fameuse bête à bon Dieu, ici la coccinelle à 5 points, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, une consommation au niveau de sa forme adulte de l'ordre de 500 pucerons. Et la même chose à peu près pour sa vie larvaire, surtout sur les derniers stades quand elle est assez développée. Bon, alors jusqu'à présent, il n'y a pas eu de piège, c'est la dernière question qui va arriver. Donc, est-ce que vous savez identifier cet insecte qui apparaît à l'écran? Alors, à votre avis, est-ce qu'il s'agit d'un ravageur ou d'un auxiliaire? Je vous laisse quelques secondes quand même pour observer avant de voter. Pierre, vous savez? À peine. Vous dites pas un jour l'un, un jour l'autre. Ah, c'est ça. Ah, je la revaudrais. C'est parti. Il faut voter. Je me suis goyé. Oui. Réponse. Voilà, effectivement, c'est beaucoup moins évident. 44% pensent qu'il s'agit d'un ravageur, 55% d'un auxiliaire. Alors Pierre, les avis sont partagés, ravageur ou auxiliaire? Oui, bien, ça correspond en fait un peu à la problématique où c'est pas très évident d'observer. C'est le stade nymphal de la coccinelle. Donc il n'y a pas de pattes, mais si on la touche pas, on voit pas trop, elle bouge pas. Mais c'est pour ça on peut vraiment beaucoup la confondre en fait avec la larve de doryphore au stade âgé.
Et la distinction se fait un petit peu par la couleur. Bon, évidemment, la nymphe, il n'y a plus de pattes, contrairement au dorifort, mais si on ne touche pas, on ne peut pas trop savoir parce qu'il ne se bouge pas. En fait, là, si vous voulez, vous avez une ponctuation au niveau dorsal, alors que la larve de dorifort, vous avez des ponctuations latérales. Mais bon, ce n'est pas très évident et on le voit bien dans vos réponses. Vous aurez encore l'occasion de voter tout à l'heure. Alors Véronique Tosser, on va s'intéresser là aux auxiliaires des cultures. Alors déjà, il faut bien définir ce qu'on appelle un auxiliaire. Voilà, on en parle Merci depuis bien. tout à l'heure, mais vaut mieux savoir de quoi on parle, puisqu'un auxiliaire de culture, en fait, c'est un être vivant qui est capable de détruire ou au moins d'atténuer les effets d'un ravageur. Donc quand on parle des auxiliaires, on pense beaucoup, et par la suite on va aussi beaucoup parler des insectes, comme les cirfes, les coccinelles, les carabes, etc. Mais on a aussi d'autres espèces qui sont considérées comme des auxiliaires, puisque certaines espèces d'oiseaux, par exemple, aident les agriculteurs à lutter contre les campagnols et les petits rongeurs. Alors justement, on va aller voir des insectes en compagnie donc d'André Faugeroux, si vous voulez bien m'accompagner. André, vous avez un micro, vous travaillez pour Syngenta, vous êtes entomologiste, spécialiste de tout ce qui a rapport avec la biodiversité. Alors on va où? Je vous suis, hein? Oui. On va où? Non, je te suis. Ah bon, alors on va aller par là alors. Juste là, vous êtes venu avec une boîte de quoi? Alors c'est une boîte de carabes. Les carabes sont des coléoptères qu'on trouve dans les cultures. Enfin, ça fait partie du patrimoine de l'agriculteur finalement. Parce qu'en général, ils sont inféodés à la parcelle. Et donc, ils vont assurer, ce sont des carnassiers, hein, ils vont se nourrir de tout un tas d'insectes, et notamment les insectes ravageurs. Alors, suivant leur taille, il y en a des plus gros, plus petits. Ils vont choisir des proies qui leur conviennent. Mais notamment, ce sont des régulateurs très importants de limaces. Ce sont des régulateurs importants de pucerons. Ce sont des régulateurs importants des méligettes sur le colza. Et donc, les carabes font partie, enfin je dirais, comme je l'ai dit, c'est le patrimoine de l'agriculteur. C'est-à-dire que ça fait partie de la parcelle. Au même titre que tous les autres organismes du sol, les carabes vivent sur la parcelle. Alors, il y a des petites migrations, mais globalement, ils sont quand même inféodés à ce qu'on se fait sur la parcelle. Il y en a beaucoup au mètre carré. Est-ce qu'ils sont capables de se déplacer? Alors, au mètre carré, on peut compter jusqu'à plusieurs centaines de carabes au mètre carré, ce qui est énorme, en fait, hein, en termes de consommation. Ils sont capables de se déplacer sur... Alors, les plus gros vont se déplacer sur à peu près 70-75 mètres, ce qui fait que... notamment, c'est un des conseils que l'on donne, c'est d'avoir des parcelles qui vont faire 150 mètres de large. Pourquoi? Parce que les carabes ont tendance, ce sont des insectes nocturnes, donc ils vont se réfugier la nuit sous les touffes d'herbes notamment, et donc notamment sur les bordures. Donc ils vont aller se réfugier pendant la journée sur les bordures, et la nuit, ils vont venir chasser dans les parcelles. Donc ce qui fait que souvent, les agriculteurs ne les connaissent pas parce que les carabes travaillent la nuit, les agriculteurs travaillent plutôt le jour. Quoique. Et donc, on les voit plutôt la nuit, quoi. Voilà. D'accord. Alors, comment fait-on concrètement pour les protéger? Alors, il y a plusieurs mesures. D'abord, le principal problème des carabes, alors c'est pas vrai pour toutes les espèces, mais pour une espèce en tout cas, enfin pour plusieurs espèces en tout cas, le principal problème, c'est le labour. Parce qu'ils ont une vie larvaire qui est dans le sol, et dès l'instant où on remue le sol, ils vont être perturbés, on va dire. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'il leur faut des cultures de printemps et des cultures d'été qui se côtoient pour pouvoir passer d'une parcelle à l'autre. Le troisième, c'est la protection raisonnée des cultures. Hein. Nous, en tout cas dans les entreprises phytosanitaires, on est tenu de donner des données sur la toxicité de nos produits vis-à-vis des carabes. Et donc, on ne peut pas avoir de produit homologué qui a une action irréversible sur les carabes. Donc voilà. D'accord. Alors, si vous êtes défenseur des insectes ou si vous avez une âme sensible, fermez les yeux parce que ce que vous allez voir va être un peu difficile, un peu gore. Oui, tout à fait. Image. Et là, il faut nous expliquer ce qui se passe. Alors, donc là, vous avez un carabe qui est en train de découper une larve de taupin. Donc l'arve de taupin que vous connaissez sous le nom de larve fil de fer. Donc c'est une cuticule très, très dure, hein, très coriace. Et vous voyez que les mandibules du carabe lui permettent de découper cette larve sans problème. Et donc vont avoir une... Donc les carabes sont carnivores d'une manière générale. Hein, donc ils vont se nourrir de tout ce qui est carné.
que ce soit des ravageurs, ils peuvent se nourrir de vers de terre, ils peuvent se nourrir entre eux, hein, ils sont un petit peu cannibales entre eux. Voilà. Donc, mais leur objectif, c'est de manger le plus de viande possible. Alors, ce qui est intéressant, c'est que hier, on avait une question de la part du public qui posait la question suivante. Mais ok, ils ont l'air très voraces, mais ils peuvent s'attaquer aussi bien aux vers de terre, et plutôt, ça c'est négatif, qu'aux autres ravageurs. Alors oui, tout à fait. Oui, ils sont pas. De toute façon, je crois que c'est une des grandes leçons du biocontrôle en général, c'est que l'utilisation des auxiliaires, c'est pas blanc et noir. Hein, c'est un petit peu entre les deux. C'est-à-dire que ce qu'on essaye d'avoir, c'est d'avoir un potentiel de régulation par les carabes dans les parcelles qui va assurer une régulation de fond, on va dire, mais ce n'est pas absolument sélectif. Il y a malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, c'est la nature qui veut ça. Les carabes sont capables de se nourrir de tout un tas d'autres organismes, y compris des organismes utiles. Donc voilà, c'est pas blanc et noir, c'est gris. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Et puis à présent, on va s'intéresser au CIRF avec Véronique Sartou. Véronique Sartou, bonjour. Alors vous êtes entomologiste, vous venez tout droit de Toulouse. Vous êtes venu avec des boîtes aussi ? Non, je suis venue avec des photos seulement. Alors on va les voir directement sur la scène, comme ça on va remonter. Alors vous vous occupez des cirfs. Alors c'est quoi déjà les cirfs ? Alors les cirfs, ce sont des diptères, donc 2 ailes, 2 balanciers, comme les mouches, les moustiques, les tans. Des insectes qui sont plutôt mimétiques de guêpes, d'abeilles, de bourdons et qui volent pour beaucoup en faisant du surplace. Donc vous en avez tous vu déjà, au moins dans les jardins, si ce n'est dans les parcelles. Donc là vous avez quelques photos. Donc les espèces les plus fréquentes, vous avez ici l'espèce qu'on retrouve le plus facilement en culture, Epicirphus balteatus. Donc c'est une espèce où vous avez un œuf, une larve, une pupe et l'adulte. Vous avez ensuite une autre espèce qu'on retrouve très fréquemment en culture, Sphaerophoria scripta, mâle et femelle, femelle à gauche, mâle à droite. Donc ce sont des espèces qu'on va retrouver sur les pucerons des cultures et en très grande quantité, quel que soit le milieu dans lequel on va se trouver. Alors ici, vous avez d'autres espèces, les Epeodes, qu'on trouve aussi en culture. Les suivants, les épistrophées, qui sont des espèces qu'on va trouver plutôt en arboriculture. Donc vous voyez, c'est quand même relativement mimétique de guêpes, hein, rayées jaune et noir pour ne pas être mangées par les oiseaux. Donc voilà une autre espèce. Et voilà le cycle d'un cirfe. Alors, pour la première espèce qu'on a vue, Epicirphus balteatus, il y a entre 5 et 7 générations par an. Les œufs sont pondus par les femelles dans les colonies et la femelle va pondre en tout 2000 à 4500 œufs, mais elle ne pond jamais qu'un œuf à la fois, 2, 3 éventuellement dans une colonie. Elle adapte la taille de la ponte à la taille de la colonie de pucerons de façon à ce que les larves ne se mangent pas entre elles. Et puis ensuite, de l'œuf à la larve, il va se passer 1 à 2 jours, en règle générale 15 jours s'il fait froid. Puis la larve, qui va avoir 2 mues, va manger des pucerons. Elle va manger 500, 600, 1000 pucerons, ça dépend un petit peu de la taille du puceron souvent. Et ensuite, elle va faire une pupe et au bout de 8 jours, on aura un adulte. Et là, les adultes, eux, se nourrissent de pollen et de nectar. Donc les fleurs sont très importantes pour les cirfes. Ils ont absolument besoin de fleurs dans l'environnement des parcelles. Si on veut qu'il y ait des cirfes dans les parcelles agricoles, il faut des fleurs dans la parcelle. Alors ça peut être la fleur de la culture, mais aussi autre chose. Et donc ça va être par exemple des haies fleuries, ça peut être de l'agroforesterie, ça peut être des bandes enherbées avec des dicotes. Alors regardez tout autour de vous, quand vous allez passer devant les bandes fleuries, vous allez voir des abeilles, des bourdons, mais aussi beaucoup de cirfes, hein, qui sont pollinisateurs quand ils sont adultes. Et puis ensuite, vous avez les adventices des cultures, quelques petites fleurs au milieu de la culture, ça peut attirer. Ça peut être la culture de couverture, hein, la culture associée, par exemple au colza, et puis tout ce qui est couverture intermédiaire, couverture intercalaire. Voilà, mais restez avec nous parce qu'on aura peut-être des questions par la suite, Véronique Sartou. Et Véronique Tosser, moi j'ai une question à vous poser. On va focaliser à présent sur les hyménoptères parasitoïdes. De quoi s'agit-il ? Eh bien, les parasitoïdes, c'est des individus qui vont pondre sur ou dans un organisme.
qu'on va appeler l'hôte. Et donc l'œuf puis la larve vont se développer à l'intérieur de cette hôte et jusqu'à provoquer sa mort en fait. Et voilà, donc les parasitoïdes, on en retrouve chez tous les ordres d'insectes, mais c'est chez les hyménoptères qui sont les plus nombreux, puisque dans le monde, on a recensé jusqu'à maintenant 67 000 espèces d'hyménoptères parasitoïdes. Ils sont assez peu étudiés en fait, puisque on les reconnaît assez difficilement. Il y a de nombreuses espèces, elles sont assez petites, elles se ressemblent beaucoup, donc voilà. Mais pourtant, il y a beaucoup de chercheurs qui estiment que leur potentiel auxiliaire, il est vraiment pas négligeable. Et un petit truc pour réussir à les reconnaître, c'est plutôt de manière indirecte, en allant chercher dans les parcelles des momies de pucerons en fait. Donc des pucerons immobiles, gonflés, et quand la larve a fini de se développer, elle va émerger de son hôte avec un trou circulaire en fait. Et donc là, on voit bien sur la photo que le puceron, il a un trou, donc c'est une momie de laquelle est sorti l'adulte d'hyménoptère. Donc les hyménoptères parasitoïdes, ils ont pour hôte principalement les pucerons. Ils sont plus ou moins spécialisés suivant les espèces et on va les retrouver dans les parcelles actifs à peu près de mai à septembre. Alors, là, ça va être mon coup de cœur. C'est une application informatique très simple, site internet plutôt, pour identifier simplement les insectes. Et je vais appeler Régis Vertel de la Chambre régionale d'agriculture. Il va nous parler de ce service qui s'appelle Une bête dans mon champ. Bien, bonjour à tous. Oui, je vais donc vous présenter effectivement le site Une bête dans mon champ. Qui est, alors, le lien internet, c'est unebêtesdansmonchamp.fr. C'est un site qui est consultable en fait, évidemment du bureau, mais aussi en parcelle, hein, sur smartphone ou tablette. C'est un site qui a été produit dans le cadre d'un projet national qui s'appelait Oxymore. Donc on a travaillé avec les différents partenaires que vous avez vus précédemment et qui vont parler ensuite. L'idée en fait, c'est de finalement commencer à vous faire observer quand vous êtes agriculteur ou conseiller les ravageurs, mais aussi les auxiliaires dans les parcelles et commencer effectivement à les identifier. Alors, on se dit souvent, l'entomologie, reconnaître des insectes, c'est compliqué. Et donc, du coup, c'est tellement compliqué qu'on hésite à s'y mettre. Et en fait, alors, l'idée, c'est pas de faire de vous des entomologistes, mais c'est commencer vraiment à identifier des choses et à se dire, voilà, je suis confronté à quelque chose dans la parcelle. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est un cirfe? Est-ce que c'est un carabe? Est-ce que c'est un parasitoïde ou pas? Alors, pour ça, on a fait une clé d'identification simplifiée, avec vraiment des critères visuels qui vont vous amener effectivement à essayer de classer cette petite bête sans du tout utiliser de microscope. Hein, le principe n'est pas là, mais vraiment dans les parcelles, observer et identifier. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un petit test grandeur nature, tel que vous pourrez utiliser l'application effectivement dans vos parcelles. Donc voilà, sur le terrain, vous êtes confronté à ça, une colonie de pucerons. Et puis, autour de cette colonie de pucerons, vous avez un insecte, probablement un insecte, donc tout quand même une petite bête, vous ne savez pas ce que c'est. On va essayer ensemble, si vous voulez bien, d'identifier cette petite bête. Alors, diapo suivante, l'application en fait, donc voilà, vous avez le lien là hein, sur l'intégralité du site en ligne. Si on peut passer la diapo d'après, vous allez avoir en fait des critères vraiment de reconnaissance de ces insectes. Donc sur la diapo s'il vous plaît, merci. On va vous demander donc tout simplement, est-ce que sur cette petite bête vous voyez des pattes ou pas? Donc est-ce que ça a 0 pattes? Est-ce que ça a 4 pattes, 6 pattes, 8 pattes ou plus de 8 pattes? Alors est-ce que vous pouvez me dire 0 pattes? Oui. Alors, 6 pattes? À votre avis? 0, 4, 6, 8, 6, on est d'accord. Alors on passe, donc là vous cliquez effectivement sur 6 pattes. Question suivante, donc effectivement donc 3 paires de pattes, 6 pattes. Est-ce que les ailes sont apparentes ou non apparentes? Alors vous voyez les ailes ou pas? Oui, on est d'accord. Donc vous cliquez effectivement sur les ailes apparentes. Vous allez arriver sur une autre effectivement arborescence. On va vous demander si votre petite bête elle ressemble à une guêpe ou à une abeille ou pas. Alors pour vous ça ressemble pas? Ça ressemble pas, on est d'accord. Donc vous cliquez effectivement toujours. On va vous demander au niveau des ailes, effectivement, donc on est bien sur 3 paires de pattes, ailes apparentes qui ne ressemblent pas à une guêpe ou à une abeille. Est-ce que les ailes sont très nervurées ou est-ce que vous ne voyez pas de nervures sur les ailes? Pas facile. Alors nervures? Oui, on est d'accord, très bien. Donc on clique toujours effectivement sur cette petite arborescence. On va vous demander de regarder au niveau des antennes. Est-ce que les antennes sont longues ou est-ce que vous les trouvez plutôt courtes?
Plutôt longue? Ok, très bien. Donc vous arrivez effectivement quasiment à la fin de notre clé d'identification. Donc une fois encore, on ne va pas aller jusqu'à l'espèce, mais vraiment au niveau du groupe. Et là, on vous fait 3 propositions. Donc proposition à gauche, est-ce qu'on est sur des chrysopes? Proposition donc au centre, sur des hémérobes ou sur une autre petite bête. Est-ce que vous avez l'impression que ça ressemble à quelque chose? Chrysope, hémérobe ou les autres propositions en bas? À votre avis, allez-y. Chrysope, c'est la majorité? Oui, tout le monde est d'accord? Chrysope. Enfin, il y en a 3 qui sont d'accord. Il y en a 3 qui sont d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Alors chrysope, ça me va moyennement. Hémérobe, ouais, c'est ça. Alors effectivement, donc là vous allez cliquer effectivement sur hémérobe. Hein, donc vous allez arriver à une première fiche d'identification effectivement de ce groupe. Donc avec des petits pictos, fiche qui va vous dire que c'est l'hémérobe, globalement c'est plutôt un auxiliaire, que globalement on va le retrouver effectivement du printemps jusqu'à la fin d'été dans les cultures et dans les différents types de grandes cultures en fait présentes, avec quelques caractéristiques morphologiques. Et vous avez toujours la possibilité, si vous faites une erreur, de revenir à l'étape précédente pour effectivement corriger votre identification. Hein. Donc il n'y a jamais d'impasse. Donc ça, c'est un outil qui commence à être utilisé par les agriculteurs, par des conseillers quand on fait des formations au niveau de la chambre ou des différents partenaires. Je vous remets le lien, unebêtedansmonchamp.fr, et vous avez tous les supports en fait, disponibles du projet Oxymore, donc sur les auxiliaires, les ravageurs en grande culture, des vidéos sur notamment les piégeages qui vont vous être présentés juste après, et puis donc le site d'identification. Voilà, je vous remercie. Régis Hortel, merci beaucoup, on peut l'applaudir, et on se rappelle unebêtedansmonchamp.fr ou .com, j'ai déjà oublié. .fr, .com, .fr, voilà. Alors, à présent, on va essayer de quantifier le service rendu par les auxiliaires aux agriculteurs ou à l'agriculture. Est-ce qu'on sait le quantifier d'ailleurs, Véronique Tosser? C'est vraiment bien ça la question à laquelle on veut répondre. Finalement, on parle de chrysopes, de coccinelles, de cirfes, etc. Ça mange des pucerons, ça mange plein de choses, mais combien? Est-ce qu'on peut vraiment compter dessus pour pouvoir raisonner autrement la protection des cultures? Aujourd'hui, on n'est pas vraiment en capacité de répondre parce que quand on veut estimer ce service de régulation, il y a beaucoup de facteurs qui vont rentrer en compte. Les populations d'auxiliaires qui sont présentes, est-ce qu'elles vont ainsi interagir entre elles? Le climat, les pratiques sur la parcelle, le système de culture, l'historique aussi sur la parcelle, les aménagements extraparcellaires, le type de paysage, et tous ces facteurs vont également provoquer des interactions, vont interagir entre eux, ce qui fait que quand on mène une étude scientifique pour qualifier et quantifier ce service de régulation, on est assez en peine pour le moment d'obtenir des résultats. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne le fait pas. Par exemple, Arvalis a piloté entre 2009 et 2011 avec beaucoup d'autres partenaires un projet avec un volet sur l'estimation de ce service rendu sur la régulation des pucerons. Donc à base d'un dispositif d'exclusion dans lequel on va intégrer un plan avec infesté de pucerons avec un nombre connu, et on va compter l'évolution de la population des pucerons suivant que les auxiliaires sont présents ou absents. Et ça peut donner le type de résultat qu'on voit à l'écran. La courbe bleue, c'est là où les auxiliaires sont présents, et la courbe rouge, c'est là où les auxiliaires sont absents. Et du coup, ce qu'on voit bien ici, c'est que cette régulation sur pucerons par les auxiliaires, eh bien, elle existe, puisque en présence d'auxiliaires, sur un même dispositif, c'était vraiment sur les mêmes parcelles, eh bien, en présence d'auxiliaires, la population de pucerons, elle va décroître très rapidement pour, au bout de quelques jours, atteindre 0. Alors qu'en absence d'auxiliaires, cette population, elle commence par décroître, mais déjà, elle n'atteint jamais 0. Et puis, on voit que sur les derniers jours, eh bien, les pucerons ont même commencé à se reproduire et la population augmente. Donc, voilà, vraiment, c'est le type d'expérimentation qu'on peut mener, le type de résultat qu'on peut avoir. Et aujourd'hui, Arvalis ou d'autres organismes de recherche et développement ont des projets en cours ou à venir pour essayer d'améliorer notre connaissance sur la régulation des ravageurs par les auxiliaires. Véronique Tosser, merci beaucoup. À présent, on va aller au champ, enfin juste là derrière. On va essayer de voir comment on peut piéger justement les différents insectes qui nous intéressent. Et je suis en compagnie de Céline Robert. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez pour Terrinovia. Terrinovia, donc c'est le nouveau nom du Cétium. Voilà, et vous allez nous parler un peu des différents pièges. Alors je ne sais pas, en partant peut-être de celui-là. Par exemple, alors... Donc en effet, il existe une très grande diversité de méthodes pour observer les auxiliaires. Ça, on ne manque pas de ces outils-là.
Donc je vais vous en présenter quelques-uns, il en existe d'autres, hein, mais ceux-là sont parmi les plus intéressants, on va dire. Donc par exemple, vous avez ce premier piège ici, qu'on appelle un pot barbeur, et donc qui va permettre de capturer ce qu'on appelle les insectes rampants, c'est-à-dire les insectes qui vont se déplacer à la surface du sol, parmi lesquels on compte principalement les carabes, les staphylins ou les araignées. Donc il y a certaines espèces d'araignées en effet qui vivent à la surface du sol. Donc c'est un piège qui est très simple à mettre en place, hein. Ça consiste juste en un pot, souvent c'est des pots à miel qui sont utilisés, qu'on va remplir avec un mélange généralement d'eau, un petit peu de produit vaisselle et du sel, et qu'on va placer, qu'on va enterrer dans le sol, de telle sorte en fait à ce que les bords soient situés au niveau du sol. Donc en fait, les insectes, en se déplaçant, quand ils sont actifs, hein, vont tomber en fait dans ce piège. Et on peut par-dessus rajouter un petit toit, hein, pour éviter que la pluie remplisse trop le pot. Et on peut voir que c'est un piège qui coûte pas cher, puisqu'il y a 4 clous, une plaque, c'est ça? C'est ça, et un pot. Grosso modo. D'accord. En gros. Donc, il existe une autre méthode, hein, pour regarder un petit peu les insectes qui vont se balader à la surface. Comme par exemple cette planche, hein, ça c'est encore plus simple, hein, c'est une planche de peuplier, il faut essayer qu'elle soit non traitée plutôt, qu'on va poser en fait à la surface du sol et qui va offrir certaines conditions d'humidité qui vont attirer certaines espèces, notamment les carapes par exemple. Et puis on peut aussi observer en dessous des limaces, hein, c'est un peu le même principe que le piège à limaces. Donc ça, c'est pour les insectes rampants. Donc il existe aussi d'autres pièges, notamment pour s'intéresser aux insectes plutôt volants. Donc celle-ci, je pense que la plupart d'entre vous connaissent, hein, c'est la cuvette jaune. La cuvette jaune qu'on utilise traditionnellement sur colza pour piéger les principaux ravageurs. Donc là-dedans, hein, en ce moment, il y a beaucoup de méligettes qui se baladent, donc on les voit bien, mais on peut aussi, grâce à ça, piéger d'autres insectes, hein, et notamment, par exemple, des cirfes, hein, qui sont des insectes volants. Donc ce n'est pas le piège le plus adapté pour ce type d'organisme. On a aussi d'autres outils, comme par exemple ce piège qui est beaucoup plus élaboré, on va dire, qui s'appelle un piège cornet. Donc ici, vous avez 2 pièges cornets qui sont mis en place tête bêche de façon à pouvoir piéger les insectes dans les 2 directions. Donc en fait, les insectes en volant vont se retrouver piégés à l'intérieur de cet entonnoir et vont avoir tendance à remonter. Et ils vont ensuite tomber dans un flacon qui est rempli avec de l'alcool et s'y noyer. Donc cette méthode en fait va permettre de capturer un grand nombre d'insectes et puis ensuite on va pouvoir ramener ces échantillons au laboratoire pour pouvoir les analyser. Enfin, il existe une méthode qui est encore plus simple, hein, pour observer les auxiliaires. C'est tout simplement l'observation visuelle. Regarder sur les plantes directement les espèces qu'on peut rencontrer. C'est quelque chose qui peut être intéressant notamment sur les pucerons parce que vous allez pouvoir voir si la régulation est en cours, puisque en effet en regardant vos colonies vous allez pouvoir aussi observer par exemple des larves de coccinelles, des larves de cire, de chrysopes, voire des momies de pucerons, hein, donc c'est-à-dire des pucerons qui ont été parasités. Donc il existe vraiment une très grande diversité d'outils. Chaque piège va pouvoir piéger plus ou moins certains insectes. Donc c'est vraiment des méthodes qui sont très complémentaires. Mais donc l'observation est vraiment à la portée de tout le monde. Voilà, et puis juste pour finir, sur le site que vous a présenté Régis, hein, vous avez des petites vidéos qui vont vous expliquer comment vraiment mettre en place ces pièges chez vous. Voilà, merci. Merci beaucoup Céline Robert, donc c'est une bête dans mon champ.fr. Alors ce qu'on voit, c'est qu'effectivement les pièges c'est simple, ça coûte pas très cher, donc si on a envie d'observer les auxiliaires, c'est très simple. Alors je vais demander à présent donc à Vivien Lecomte de me rejoindre. Vous savez, c'est lui qui a aspiré juste à côté. Je vais lui donner un micro et lui demander si la pêche a été bonne. Donc, merci. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis allé faire une petite expérience de capture en direct de la biodiversité qui est présente sur la parcelle de jachère fleurie qui est juste à proximité ici. Et donc, par aspiration, les insectes présents sur la culture ont été piégés. Et on va regarder un petit peu maintenant ce que ça donne. Donc, l'avantage de ce piège-là, c'est vraiment qu'il va capturer à l'instant T toute la biodiversité entomologique présente et surtout les insectes vont rester vivants. Donc on va faire une observation ludique grâce à la boîte d'observation et ensuite on pourra les relâcher et voilà. Et on va regarder ça tout de suite.
Donc il suffit simplement en fin de compte d'ouvrir la chaussette. Donc, voilà. Mais je pense qu'on va avoir de quoi faire. Donc voilà. Donc là, quand on va prendre, ça ira mieux. Donc quand on regarde au premier abord, donc ça vole vraiment bien. Donc on observe pas mal de choses différentes, donc notamment beaucoup de méligettes. Donc des méligettes, ce sont ces petits coléoptères qui à cette époque-ci de l'année, en fin de compte, ne sont plus considérés comme des ravageurs puisque la floraison des colzas est terminée. Quand on regarde, on a également présent bon nombre de punaises vertes. On va aussi avoir beaucoup notamment sur les côtés là, de diptères, des mouches, mais aussi des cirfes, donc, dont on a pas mal parlé. Et pas mal, là, on a des pucerons aussi, on a des petits acariens qui sont présents ici. C'est relativement intéressant. Grâce à cette méthode d'observation, en fin de compte, on va pouvoir mettre en évidence, de manière assez ludique, la biodiversité présente sur une parcelle de manière très très rapide. Là, j'ai aspiré peut-être 1 minute et on se rend compte qu'il y a déjà 10-15 familles d'insectes différents et probablement plusieurs dizaines d'espèces. Et c'est vraiment ça l'utilité en fin de compte de ce mode de piégeage qui permet, comme je l'ai dit, de relâcher les insectes une fois qu'on a fini la petite démonstration en fin de compte. Là encore, c'est pas très cher, la boîte, c'est vous qui l'avez fait? Voilà, c'est une fabrication purement artisanale, ça coûte quasiment rien, mais c'est ce que je dis, c'est très ludique et c'est très intéressant de pouvoir observer très facilement les insectes qui vont être présents sur la culture. D'accord. Vivien Lecomte, merci beaucoup. On peut l'applaudir, je crois. Il était au soleil en plus pour aspirer. Et on va conclure avec Pierre Topin. Donc Pierre Topin, s'il veut bien me rejoindre, j'ai 2 questions à lui poser. C'est un peu une synthèse. Est-ce qu'un agriculteur aujourd'hui, est-ce qu'il a les moyens de favoriser les auxiliaires? Je dirais oui, hein, et c'est d'ailleurs tout à fait conseillé. La première chose à faire, c'est en fait éviter les insecticides autant que faire se peut, hein. Il faut vraiment ne traiter qu'en présence des insectes. Bon, il y a beaucoup quand même d'informations concernant les respects des seuils de traitement. Donc éviter les traitements d'assurance, voire les traitements systématiques encore. Et puis en ce qui concerne les auxiliaires proprement dit, il faut quand même faire attention aux zones de bordure non traitées, essayer de respecter ces zones de bordure non traitées, voire maintenant on parle beaucoup d'aménagement de ces bordures avec des haies, voire des espèces végétales qui sont potentiellement un réceptacle d'auxiliaires et qui peuvent les maintenir. Alors vous avez aussi d'autres possibilités. Autant que possible, essayez de maintenir des arbres morts, hein, qui sont aussi une vie après la vie, je dirais, et donc des réservoirs à la fois d'insectes et des nichoirs ou des perchoirs pour les oiseaux. Hein. Et puis une partie qui est extrêmement importante aussi, c'est toutes les zones enherbées. Surtout dans la période printanière où vous avez tout ce développement des auxiliaires, il faut essayer de garder cette biodiversité. Alors, en ce qui concerne leur entretien, éviter, proscrire complètement le broyage et essayer de faucher, mais pas en dessous d'une certaine hauteur, c'est-à-dire pas en dessous de 15 à 20 cm. Donc ça, c'est quand même important. Alors, vous rappelez, Pierre, la question, en fait, en en-tête de ce show, c'était peut-on s'enrichir en protégeant la biodiversité? Est-ce qu'un agriculteur peut, justement, gagner l'argent grâce aux auxiliaires? Je dirais que l'agriculteur, en ce qui concerne ces grandes cultures, je pense en particulier au sirapaille, il en gagne en fait un peu tous les jours sans le savoir, tant qu'il n'a pas à intervenir en fait sur les ravageurs printaniers qui s'autorégulent d'eux-mêmes dans la majorité des cas. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure avec le puceron des épis, vous voyez, sur 40 ans d'observation, pas plus de 4 années en fait de pullulation au niveau national. Donc, je dirais pour conclure en fait que les grandes cultures, vous êtes quand même dans un système d'agrobiocénose en équilibre extrêmement fragile du fait de la période de la durée relativement courte de ces cultures. Donc il faut quand même rester relativement vigilant et l'observation est quand même le maître mot, si vous voulez, pour pouvoir après pallier à des fois des manques quand même d'auxiliaires de temps en temps et pouvoir traiter à bon escient. Donc, maintenant, ça va être à vous de poser les questions. Vous avez tous les experts qui sont là. Il vous suffit juste de lever le bras. On va vous transmettre. Vous savez, il y a des dames qui vont vous donner les micros. Qui pose la première question? Comme ça, on va gagner du temps. Qui lève le bras et qui se sacrifie? C'est toujours la première qui est un peu compliquée.
Une première question? Monsieur, merci beaucoup. Qui êtes-vous? Oui, pour la reconnaissance des insectes, on utilise ça en astronomie, c'est-à-dire qu'on flash une étoile avec un téléphone portable et puis on a le nom de l'étoile. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer faire la même chose avec une banque de données, de prendre en photo l'insecte et d'avoir tout de suite son nom? Très bonne question. Est-ce que ça existe? Pierre, vous êtes tout seul, c'est à vous à répondre. À ma connaissance, bon, ça n'existe pas vraiment. Bon, effectivement, il y a beaucoup d'insectes qui sont facilement reconnaissables, qui sont relativement de taille importante, mais vous avez beaucoup de caractères qui sont très difficiles. Par exemple, moi, je reçois au cours de l'année de nombreuses larves de mouches. Quand vous avez à observer le stigmate respiratoire d'une larve de mouche où il faut que vous grossissiez 200 fois, votre téléphone portable, il ne pourra jamais me donner la forme dans l'espace de ce stigmate respiratoire, et c'est impossible pour ça. Donc plus complexe que problématique. Beaucoup plus complexe. Ensuite, une autre question, une remarque, une expérience. Est-ce qu'il y en a qui déjà observent les insectes, les auxiliaires sur leur parcelle, par exemple? Qui souhaitent en parler, prendre la parole? Personne? Je fais un petit tour, hop, je repars. Personne? Si, madame. Il faut que vous représentiez. Oui, à nouveau. Donc, Madame Gary, je travaille à l'ESITPA, École d'ingénieurs en agriculture de Rouen. Et donc, on a vu au départ des témoignages d'agriculteurs qui avaient l'air de ne pas connaître ou de peu les utiliser. Et bon, c'est quand même pas si nouveau que ça, les auxiliaires. Enfin bon, il y a 10 ans, on en parlait déjà. Et donc, je voulais savoir les freins en fait, des agriculteurs. Pourquoi, finalement, ça ne se met pas en place, quoi. C'est vrai, les auxiliaires, ça fait des décennies qu'on en parle, et pourtant, on a l'impression encore que ça reste méconnu. Qui répond? Non, alors Pierre, ça ne peut pas être toujours Pierre. Si, ça va être Pierre? Alors Pierre, c'est à vous. Je n'ai pas vraiment de réponse. Bon, je pense qu'il y a quand même eu une évolution. Hein. Si vous voulez, moi, je suis plus de première jeunesse dans le domaine. Je me suis intéressé aux auxiliaires, effectivement, dans les premières années 82. On en parlait pas du tout, on était vraiment en avance. Maintenant, pour avoir parcouru dans nos stands, il y a eu beaucoup de gens qui sont passés, de jeunes et moins jeunes. Il y a quand même une prise de conscience qui est extrêmement importante. Mais c'est long, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a quand même, ça va dans le bon sens. Et puis dans le cadre du plan éco-phyto et puis de l'avenir de la protection, des transformations de la protection, des produits de biocontrôle. De toute façon, on sera amené de plus en plus à essayer de connaître de mieux en mieux la biologie, enfin ce qu'on appelle maintenant les traits de vie des ravageurs, pour essayer de trouver en fait les points d'ancrage entre le ravageur et sa cible et la culture, afin de pouvoir essayer de contrer en fait le ravageur de cette façon-là. Mais pour aller plus loin, moi j'ai deux questions. C'est vrai, est-ce que c'est suffisamment enseigné dans les lycées, par exemple, ou les lycées agricoles, dans les lycés généralistes? Et puis deuxième point, est-ce qu'il y a encore des entomologistes? Ou est-ce que c'est une espèce rare? Je pense, pour en côtoyer, on en a quand même de moins en moins, parce que généralement, il y a à la fois, comme je vous disais, des bêtes faciles et pas, mais il y a souvent un spécialiste pour un groupe d'insectes. Ici, on a la chance d'avoir une spécialiste des CIRF à l'INRA, mais c'est une des rares. En fait, il y a de nombreux entomologistes qui sont partis à la retraite et qui sont pour l'instant qui sont pas remplacés. Donc ça pose un problème de détermination. On avait il y a quelques années eu espoir en fait d'une détermination, alors pas par satellite, mais une détermination par code barre, par code génétique. Mais faut-il encore mettre un nom au départ sur ces insectes? Et des fois, on est bien embêté pour déjà identifier l'espèce, parce qu'on n'a plus forcément la compétence. Mais il y a, je ne sais pas où ça en est, il y a un programme quand même européen pour une identification génétique que je crois qui était montée par l'INRA, pour essayer de recenser à peu près 2000 espèces d'importance économique au niveau européen.
D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question ou remarque ou avis? Monsieur. On va vous donner un micro pour bien qu'on vous entende aussi sur la vidéo. Alors à la fois pour le monsieur là-haut et puis aussi pour le monsieur en bas. Ne vous inquiétez pas, on va vous donner le micro juste après. Si vous voulez bien vous présenter aussi. Ouais, Guy Fayol, je suis agriculteur dans le Pas-de-Calais. On parle des carabes là, dans la lutte contre les limaces. Et pour répondre à la question de tout à l'heure, on a beau avoir des pratiques qui protègent les carabes, quand il y a trop de limaces, il faut passer par un anti-limace. Donc, je dirais les auxiliaires ne font pas tout. Enfin, vous le savez bien. Alors, qui répond? André Fougereau? Oui. Merci pour votre question. C'est vrai qu'il ne faut pas tout attendre des auxiliaires, d'une manière générale. Je crois que ce qui est important, c'est qu'ils soient là, qu'ils soient présents. Ça fait partie de votre patrimoine, ça fait partie de votre... Ils vont réguler les ravageurs d'une manière générale, mais on ne peut pas leur demander tout. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ni blanc ni noir, c'est un petit peu entre les deux. Et je crois que les auxiliaires, l'important, c'est de garder ce potentiel de régulation. Chaque fois que vous n'avez pas d'attaque de limaces, c'est qu'ils ont fait leur boulot. Mais il peut y avoir des années, et malheureusement, on ne sait pas chiffrer ça encore. Alors, je sais qu'Arvalis fait des gros efforts pour essayer de quantifier l'action des auxiliaires de manière économique, mais on ne peut pas, pour l'instant, on n'a pas les connaissances suffisantes pour pouvoir vous garantir à 100% que vous allez avoir une régulation par les auxiliaires, et notamment par les carabes sur les limaces. Voilà. Alors, si on peut transmettre le micro à monsieur qui se trouve au milieu de l'allée, la dernière, le temps qu'on lui donne, je voudrais donner un petit complément là sur les limaces. Bon, vous avez les carabes, mais bon, faut pas en attendre. Bon, comme l'a dit André, plus qu'on peut. Mais vous avez quand même d'autres types de régulation. Vous avez les oiseaux, vous avez les hérissons qui sont très performants. Donc, quand ils sont pas écrasés sur la route, c'est toujours mieux. Vous pouvez avoir des champignons, des nématodes entomopathogènes des limaces. Donc c'est tout le cortège qu'il faudra prendre en compte dans la régulation. On ne peut pas se concentrer sur une seule espèce de prédateur ou de parasite. Il faut revoir ça dans l'ensemble de la chaîne. Monsieur, pour la toute dernière question. Oui, donc moi je travaille pour le réseau biodiversité pour les abeilles. Je voudrais revenir tout à l'heure, vous avez parlé des fauches au niveau des bandes enherbées. Vous parliez de la hauteur de fauche. Moi, j'aurais voulu savoir, qu'est-ce que vous préconisez au niveau des fréquences et des périodes de fauche? Est-ce qu'il faut faire des fauches en début, je veux dire au printemps ou à la fin de l'été? Qu'est-ce qui est le mieux pour préserver la biodiversité? Je ne sais pas si c'est à moi de répondre, mais je ne vois plus la personne. Mais, pour les fauches, ce que j'ai dit, non, mais la grosse période de présence des auxiliaires où la biodiversité est la plus importante, c'est la période printanière. Donc les fauches de printemps, oui, font faire très attention. Bon, on a mis des années par rapport à l'ONF à essayer de leur faire faucher dans les allées forestières où ça gêne un peu personne en fait de faucher une fois sur deux un côté alterné droite ou gauche, mais pas les deux en même temps, et puis de pas faucher trop tôt parce que bon, il n'y a pas tout le temps des zones à incendie. Bon, mais on comprend, mais donc il faut faire très attention, mais c'est beaucoup plus important de faire en période printanière où c'est là que vous avez toute la biodiversité. Déjà en fin d'été, c'est déjà vous pouvez y aller un peu plus, quoi.